On prend une bassine, Ouais. on met des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, du beurre, des œufs, de la farine, et puis il y a un gâteau qui sort. Quand vous êtes champion du monde, c'est là que ça commence. Il faut l'être tous les jours. Un peu à la Steve Jobs, mais pas dans la même manière. Plus gourmand que plus Steve gourmand. Jobs. Si on devait représenter ce que vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui, et d'ailleurs ce serait intéressant de questionner comment on différencie le nom de ce qui est devenu une marque connue dans le monde entier désormais. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est Pierre Marcolini aujourd'hui? Je crois humblement, je dis bien on, parce qu'il y a toute une équipe, il y a des collaborateurs. C'est un projet qui va au-delà de juste ma personne. Je pense que c'est un projet qui a été, que j'ai initié, mais qui en fin de compte, où on sent que toute une équipe a suivi ça, c'est de faire un chocolat de façon différente. On pourra revenir un peu là-dessus. Un chocolat de façon différente, un chocolat avec, je pense, avec une certaine éthique. Un chocolat signature. Donc, c'est clair qu'à partir du moment où on part du principe qu'on veut faire un chocolat signature, qu'on veut faire un chocolat d'auteur, c'est-à-dire un chocolat avec une personnalité, eh bien, c'est évident qu'à un moment donné, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai toujours eu le parallèle. Pour moi, ça a toujours été un peu le monde du vin, le monde des vignerons. Je pense que quand, à un moment donné, vous dites, tiens, j'ai goûté un vigneron comme Villard, comme Cuilleron, comme d'autres encore, ils ont une signature. Et moi, ce que je voudrais faire dans le monde du chocolat, c'est ça. Alors, est-ce que j'y suis arrivé? J'essaye, en tout cas. Mais l'idée, sincèrement, c'est qu'à un moment donné, on croque un carré de chocolat et qu'on dit, ça, c'est Marco. C'est juste ça. Et après, on peut aimer, on peut dire, tiens, c'est un peu fort, c'est un peu trop sucré, ou c'est pas assez sucré, etc. Mais il y a une identité. Une identité, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire sur les 30 dernières années. Ah oui, ça fait quand même déjà 30 ans. Et ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ce qu'on décrit là, c'est quelque chose, vous dites des gens qui aiment pas, c'est-à-dire quelque chose d'affirmé. On se parle d'une identité, d'une signature, c'est ce qu'on se dit là. Ça croque un peu dans le monde entier quand même. Donc, il y a des adeptes dans le monde entier. C'est quoi la cartographie Marcolini aujourd'hui? Elle est partie, d'abord, soyons très clairs, au départ de ça, c'est la passion. Je pense qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, un espèce de business plan, comment on peut le faire, comment il y a eu l'envie. Bien sûr, une envie, une ambition, soyons très clairs. Et puis des rencontres, genre Paul Huard, donc pas de hasard, mais des rencontres. Et des opportunités. Je pense que la première, ça a été, dans ma mémoire, c'est celle pour le Japon, qui a été des années 2000. Un distributeur qui n'est pas du tout dans le monde du chocolat, qui est plutôt dans le monde de la mode, Yushi Tajima, je me souviendrai de ça toute ma vie, qui en fin de compte était venu pour une autre marque. Comme quoi les choses parfois se jouent à très peu de choses. Et donc était venu pour une autre marque en se disant, je vais me lancer dans l'alimentaire, je vais me lancer dans le chocolat. Le chocolat belge, c'est une évidence. Et pour lui, pour le marché japonais, il partait de ce principe-là. Et il vient avec une marque qui est connue. Et moi, je commençais, puisque j'ai commencé en 95, 95, donc j'avais 5 ans de maison. Ouais. Mais déjà, bousculer les codes, faire des chocolats qui étaient plus petits, des chocolats avec des saveurs qui étaient différentes, un thé au jasmin, de la cannelle, un peu de poivre, des chocolats avec des tensions déjà un peu plus fortes, c'est-à-dire, au lieu d'être on parle du début des années 2000, donc des chocolats qui étaient à 55, 60%, on était déjà à 70, 75. Des grands crus, on commençait déjà à travailler là-dessus. Et sur une journée, il entend parler 3 fois de mon nom. C'est absolument fou. Et décide de me rencontrer, donc via, je le vois encore, et il débarque, un palais assez fin, il goûte, il me regarde, et c'est une époque où les choses faisaient vite. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à faire ce qu'on appelle une data room, de regarder quelle est la société, etc. Et là, on a juste le regard, et il me dit, on va se lancer au Japon. Et je le vois et je lui dis, vous êtes sûr? Et il me dit, oui. Je prépare les contrats étaient tout à fait safe et c'était propre. Et c'est une aventure qui a duré 22 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle de la maison Marcolini au Japon, c'est fondamentalement grâce à lui. Évidemment, on a fait un travail derrière avec une dimension inimaginable, c'est que
le Japon, c'est un pays qui vous tire vers le haut. C'est un pays qui demande une exigence. Je me souviens, les premiers chocolats, David, il m'avait convoqué juste après la Saint-Valentin, quel moment très très fort. Donc on a ouvert le 5 décembre 2001 à Ginza. Je rappelle quand même que Ginza, c'est un des quartiers les plus chers au monde. On loue au centimètre, on ne loue pas au mètre. Donc, incroyable. C'est quand même assez fou. Ouais. Et je sais que la saison, juste après la Saint-Valentin, il m'appelle, il me regarde et il me dit « Pierre, on a un problème ». Et moi, je vois les boîtes d'envoi derrière lui. Je me dis, ça y est, ça va être un drame. L'aventure est déjà terminée avant même d'avoir commencé. Et il me regarde et il me dit, il ouvre une boîte. Les boîtes, c'est des boîtes de regroupement de chocolat. Donc, ça fait 1 kilo, 1,5 kg. Et je comptais déjà le nombre de boîtes. Et heureusement, quand il l'ouvre, il y a 4-5 chocolats qui s'y baladent. Mais pour donner le degré d'exigence. Et puis, il me regarde et il me dit, tu vois, là, parce qu'on mettait une sérigraphie dessus, il y a une bulle. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Credit note. Et je regarde, puis je commence à compter le nombre de boîtes. Je me dis, ça va être l'horreur, ça va être le carnage. Puis il ouvre une deuxième boîte, et là, je regarde le chocolat, je ne vois pas de bulle. Mais il y avait une inscription, on faisait ça à l'époque, les pays, etc., etc. Et je lui dis, Yoshi, il n'y a pas de bulle. Et il me dit, mais tu vois, l'inscription, elle n'est pas à droite, elle est légèrement de travers. Alors, ça a été ces périodes d'apprentissage, mais qui sont nécessaires, je pense, pour grandir. Et la deuxième chose, pour revenir à la question, c'est, je suis rentré du Japon, et j'ai dit à mes gars, à mes artisans, au lieu d'ouvrir la ville d'à côté, et c'est peut-être aussi ça le côté positif de la mondialisation, on peut être capable d'ouvrir à 10 000 kilomètres. Et si on ouvre à 10 000 kilomètres, alors que, en tant qu'artisan, on avait plus tendance à aller dans le village d'à côté, etc. Mais on avait pris une dimension qui était de dire, on fait peut-être de l'artisanat moderne, c'est peut-être se dire, mais pour nous, si c'est possible, on n'est pas obligé que ce soit une multinationale. En tant qu'artisan, on peut être là-bas aussi. Et on a aussi cette parole à dire, cette parole à aller jusque dans un pays où on sacralise l'artisanat, puisque les Japonais considèrent que les artisans sont la mémoire vivante du pays. Et c'est vrai que c'est le geste et ce que les artisans représentent. Et j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer quelques artisans, dont une maison comme Toraya, qui existe depuis le XVIe siècle, une pâtisserie qui existe depuis le XVIe siècle, et donc vous discutez avec celui qui représente aujourd'hui la 18e génération. Et le type, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'ils sont vraiment, c'est toujours les mêmes recettes, etc. Et je le vois encore arriver en basket, hyper fun, président quand même du groupe Toraya, c'est quand même 160 boutiques à travers le Japon, une seule à Paris, et il est au courant de tout ce qui se passe, de la pâtisserie moderne. On pourrait croire qu'il est resté englué presque. Pas du tout. Et pas du tout. Et alors, je me souviens, c'est peut-être un peu l'humour belge. Et puis, je le regarde, je lui dis, mais les recettes, parce que nous, les recettes, moi, sur 30 ans, elles ont évolué. On a désucré, on a divisé par 3 le taux de sucre. Parce qu'avant, le sucre était un conservateur, etc., etc. On a retiré l'alcool. Donc, on a laissé beaucoup plus de place à la matière première. Et les goûts ont évolué. On voit bien que ce soit dans un restaurant, etc. Et je le regarde, je lui dis, mais attendez, vos recettes, vous ne pouvez pas me dire, ce qu'on appelle les wagashi, vous n'allez pas me dire que vos wagashi sont là depuis le XVIe siècle, c'est les mêmes recettes, etc., etc. Et il me dit... pour me donner un peu tort, il me regarde et il me dit écoute, je suis désolé Pierre, mais oui, c'est les mêmes recettes. Et puis soudain, il me regarde et il me fait ah, vous avez raison. Et je me dis yes, j'avais raison. Il me regarde et il me dit cette recette-là, on l'a changée au 18e. J'ai trouvé ça. Et en même temps, ce que je suis fasciné, comme vous pouvez l'entendre, par le Japon, ce que je trouve assez incroyable, c'est que c'est un pays qui a gardé ses traditions, qui a gardé ses racines. Et je pense que garder des ancrages comme cela, sublimer les artisans, et puis en même temps se tourner en se disant on ne fait pas fi de l'IA, on ne fait pas fi des humanoïdes, etc. Et le son, et ce que j'aime bien, c'est cette tension entre les deux qu'ils arrivent à garder. Je trouve ça assez remarquable. Imaginons un petit peu, on est à Paris. Et moi, je l'ai vécu à Ginza. Vous avez ce mélange entre les habits traditionnels, kimono et tout. Mais imaginons 30 secondes, rêvons un peu, et de se dire, vous êtes Champs-Élysées,
regardez cette belle avenue, et vous avez des habits du 18e qui se confrontent à quelque chose de moderne. Haute forme et redingote. Ah, mais je trouverais ça d'une beauté. Oui, c'est vrai. Je pense sincèrement, mais derrière cela, des maisons comme Chanel l'ont fait avant moi, dans un cadre qui s'appelle, ils ont fait une société qui s'appelle Parafection pour préserver justement cet artisanat. Et eux, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le vendent encore aujourd'hui, et c'est les mêmes artisans. Et ça permet effectivement de garder des traditions et une singularité, je pense aussi une identité presque culturelle. Et ça permet peut-être de créer effectivement une différenciation par rapport à ça. Mais c'est marrant parce que vous revenez toujours à la singularité, à l'identité. Là, vous venez d'employer le mot différenciation. On va voir, et si vous voulez bien nous raconter votre histoire, on va voir à quel point vous incarnez à bien des égards l'idée de faire autrement. Pour moi, quand je pense à vous, c'est ce mot qui me vient un petit peu. Il y a une forme de malice, d'envie, d'ambition à voir si on peut pas faire autrement et à jouer, à aller explorer un petit peu. Et là, ce qu'on vient de se dire, d'aller voir ailleurs, loin, pour se challenger finalement, pour rencontrer, pour échanger, ça en est une belle définition. Est-ce que vous voulez bien qu'on remonte le fil? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez bien nous raconter votre histoire à vous? Bien sûr, bien sûr. Si on en remonte au tout début, et si on revient au premier chapitre, où est-ce qu'on se trouve et dans quel environnement vous avez grandi? Alors, je suis né à Charleroi, immigration italienne, pour faire bref. Donc, il y a eu ce qu'on appelle en Belgique, il y avait eu les accords charbon en 1947. Et donc, mon grand-père, qui est agriculteur, a été mineur pendant 30 ans. Il en est mort, évidemment, la maladie des poumons. Donc, je suis né en 1964. Ma mère s'appelle Marcolini et le père, j'en cherche encore. Donc, c'est encore un inconnu. Et donc, en 64, maman décide d'aller à ce qu'on appelle la capitale. Parce qu'on revient sur un grand philosophe, Paulo Coelho, qui disait « Vous allez du côté de la capitale et tout est possible ». Et parfois, c'est le désespoir. Et donc, j'arrive à Bruxelles à l'âge de je pense que je n'étais pas mauvais dans les études, mais en fait, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? En fait, je n'étais... Et le mot est important. Je n'étais pas curieux de cela. J'y trouvais pas beaucoup de curiosité. J'ai digéré un peu la matière. C'était pas négatif, mais c'était pas flamboyant non plus. Et un dimanche matin, maman me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Vous avez quel âge? J'ai 14 ans. Ah oui. Alors déjà, il y a quelque chose que je voulais savoir, c'est que j'avais déjà une addiction pour le sucre et pour les gâteaux, puisque j'échangeais mes jouets contre les desserts. Ah oui. Alors, il y a deux solutions, David. C'est soit de vous allez voir un psy, ou soit de vous en faites votre propre thérapie. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'ai plutôt fait. Ouais. Et donc, à l'âge de 14 ans, pour revenir à maman, et elle me regarde et elle me dit « Mais tu veux faire quoi ?» Et je la regarde et je dis « Je veux le pâtissier chocolatier. » Et là, je sens... Remettons-nous dans une immigration, bien sûr. Le côté social, exactement. Et donc, quand on est dans les années 70 et que vous parlez de l'enseignement technique et professionnel, c'est l'enseignement de la dernière chance. C'est quand vous avez tout raté. Et vous allez tout de suite là où... Et pourtant, je suis allé dans une des grandes écoles qui est à Bruxelles, qui est le CERIA, qui est une école qui fait à la fois hôtellerie et pâtisserie. Et il y a ce moment, et j'ai encore ces souvenirs-là, quand je rentre dans l'atelier de pâtisserie et de chocolat, ce sentiment où vous déposez vos valises. Alors, vous allez nous raconter ça. Mais il faut que vous nous expliquiez deux choses. D'une part, comment elle l'a pris. Parce que quand on est dans une famille qui a vécu l'immigration, qui porte ça en elle, si le fils dit je veux faire emprunter cette voie, celle de l'artisanat, celle des métiers du goût à cette époque-là, et c'est très récent finalement la valorisation de ces métiers. Totalement. Elle me regarde, elle me dit, elle a cette phrase que j'ai gardée. Elle me regarde et me dit, tu choisis un métier facile. Et c'était, je l'ai regardé à 14 ans, vous n'avez aucune idée. C'est intéressant ce que ça. Et je dis métier facile. Et puis un deuxième moment, c'est que j'ai eu un prof exceptionnel. Le prof qu'on rêve d'avoir, qui vous pousse, qui vous montre l'aspect du métier. C'est un professeur en pâtisserie, monsieur. Il est décédé malheureusement, François Foulon. Et nous a tout de suite, toute la classe, il nous a dit, écoutez, vous allez
pouvoir toucher le métier en pâtisserie et en chocolaterie à l'âge de 16-17 ans, parce qu'effectivement, on était dans l'enseignement de l'éducation nationale, et donc, pour des raisons X, on ne pouvait commencer à rentrer en pâtisserie qu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Et il nous dit, mais n'attendez pas, parce qu'il a vu évidemment que le nombre de gens qui découvrent, c'est un métier passion, c'est un métier difficile, c'est un métier où pendant que les gens font leurs courses pour la Noël, ben vous faites les gâteaux. Et donc, assez rapidement, il nous dit, faites des stages gratuitement, allez voir. Donc, deuxième phrase de ma maman, je vais à la pâtisserie du coin, où je vais chercher mes merveilleux tous les dimanches, etc., etc. Une bonne pâtisserie, mais alors j'en ris toujours, parce que sur le CV, tout le monde s'attend à avoir des noms absolument incroyables. Ça s'appelait La Bonne Tarte. On ne peut pas l'inventer, ces trucs-là. C'est extraordinaire, mais c'est la pâtisserie du coin. Et donc, je vais voir cette dame qui me sert tous les dimanches, et je lui dis, est-ce que je peux faire un stage gratuitement? Elle avait retenu le mot gratuit. Et donc, elle m'a dit oui, bien sûr. Ça marche toujours. 14 ans. Et le soir, je rentre et je dis à maman, écoute, je commence demain matin à 4 heures. Elle me dit, pourquoi, comment? Et je lui explique que je vais commencer mes stages. Et là, cette deuxième phrase que j'ai retenue, elle me dit, c'est dommage parce que c'était les derniers moments, les derniers Noëls que tu vivras normalement. Et cette phrase-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, et là, je pense que l'ensemble des pâtissiers sont d'accord avec moi, c'est que pour nous, les Noëls c'est autre chose. C'est évidemment que c'est évocateur de cadeaux, c'est évocateur de la famille, etc. Mais c'est surtout évocateur d'heures absolument. Vous faites parfois des 2 jours d'affilée, de tension, parce que vous faites 25% de votre chiffre d'affaires, et que c'est sur 15 jours, etc., etc. Donc, c'est un moment où à 23 heures, quand les gens ouvrent leurs cadeaux, vous êtes presque occupé à dormir, etc., etc. Mais cette dimension-là, je l'avais pas pris. Il y avait une forme d'exigence quand même dans ces mots, une forme d'exigence, une forme de, pas de dureté, mais c'était quand même une lucidité extrêmement frontale. Oui, totalement. Mais j'ai appris, avec elle, j'ai appris une des grandes valeurs qui est la valeur travail. Il n'y a pas autre chose. C'était voilà, ok, tu as pris cette décision, tu assumes. Tu vas jusqu'au bout. Et donc, il y a eu un moment... Quand on démarre dans la vie, c'est pas rien. D'avoir quelqu'un qui nous dit... Et puis à l'âge de 14 ans. Et pour revenir à ce moment où je dépose mes valises, ça a explosé dans la mesure où je n'ai pas arrêté. En fait, j'en faisais plus que ce qu'on demandait. C'est là où vous sentez que vous êtes à l'aise. Quand à un moment donné, il fallait faire vous savez, ce qu'on appelle des écritures au cornet, il faut quand même du doigté, etc. Le nombre de pâtes à tartiner que j'ai écumées à la maison, où je retournais le moule en fer pour essayer de m'entraîner, pour que ce soit impeccable. Le nombre de fois où on nous demandait de faire une boîte en chocolat, et j'allais faire des patrons pour faire un kiosque en chocolat, on me disait « Marcolini, c'est pas ce qu'on nous a demandé », mais en même temps, il y avait cette forme de fierté. Et c'est là où vous vous dites, vous surpassez, et vous vous dites, vous êtes tellement bien dans votre élément. Mais ça arrive très jeune. Et ça vient d'où? D'où viennent les choses? D'où vient ce goût? Vous disiez pour dealer du sucré. Oui, je pense qu'il y a le premier élément, c'est la gourmandise. Soyons très clairs. C'est la gourmandise qui est là. La deuxième chose, je pense que la passion, c'est comme quand vous tombez amoureux. Et heureusement d'ailleurs, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des moments il y a des choses qu'on vit. Il y a un moment donné où ça vous prend dans les tripes et vous dites « waouh ». Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, on peut prendre peut-être un peu plus la mesure de ça, mais l'élaboration d'un gâteau, l'architecture, le fait de réfléchir, le fait de faire une pièce montée, et là où je trouve vraiment mon plein exercice, mon plein épanouissement, l'association des goûts. Cette magie-là, à un moment donné où vous dites « ok, est-ce que un chocolat, alors aujourd'hui avec plus de mots, parce qu'il y a plus de référents, comme dirait, il y a une bibliothèque derrière. Je suis pas encore mort, mais bon. mais pour revenir à ça, et donc, mais de se dire, tiens, au fond, si je mélange de la noisette et que je mélange avec telle chose, est-ce que ça va fonctionner? Noisette et citron, est-ce que c'est une évidence ou pas? Et puis, vous avez ce moment d'émotion où vous vous dites, ça fonctionne bien. C'est presque cette satisfaction personnelle de se dire effectivement, et on l'est. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est artisan et que vous créez des choses,
la première personne que vous satisfaisez, c'est vous. Je pense qu'il y a d'abord un plaisir de création, Ouais. mais c'est d'abord vous. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre nous et les industriels. Les industriels vont faire une étude de marché pour savoir quel est le goût de demain. Et les artisans, c'est plutôt un moment donné où vous avez une idée un peu folle en se disant, tiens, je vais faire tel goût et puis je vais voir si ça va fonctionner. Ah ouais. Ça vient de moi. J'allais dire ce culte du goût, mais cet attrait justement par ce qui vous fait vibrer justement, cette recherche-là, on sent que vous l'avez depuis toujours. Ouais. En fait, en vrai, cette magie que vous décrivez, on sent que vous la rencontrez très tôt et dès lors que vous commencez cette formation, à quel moment dans votre enfance le goût vous a questionné? À quel moment sur la table, vous parlez de votre éducation avec votre mère, il y a eu des choses qui vous ont fait dire waouh, c'est pas mal ce qui est en train de se passer ou ce que je suis en train de vivre là? Je pense que, soyons honnêtes, à mon âge, même si je vais dans les profondeurs de la mémoire, ce que je vais avoir comme Madeleine de Proust, ça va être des souvenirs de colonies de vacances où je me retrouve en Suisse. Et c'est à un moment donné, ce grand pain, du couteau comme ça, coupé en pleine nature, et une tablette qu'on ouvre et qu'on met, et l'association des deux, et vous croquez dedans. Pain chocolat. Ouais. Mais rudimentaire, mais c'est peut-être ce qui est juste suffisant. Ouais. C'est cette mousse au chocolat excessivement légère. Le merveilleux, pour moi, ça a été ma Madeleine de Proust aussi, parce que ce que je trouvais incroyable, c'est d'abord ce côté craquant. Et d'ailleurs, le gâteau avec une modernité absolument incroyable, parce que vous regardez aujourd'hui, on vous parle de croquant, de croustillant, de moelleux, et vous avez toutes ça, les textures dans toutes le les merveilleux. textures dans le merveilleux. Plus le fait que quand vous laissez une journée, il s'affine. Il y a un moment donné que ça s'affaisse un petit peu, ça s'affine, ça se mélange, et puis vous prenez le tout, et tout se confond. Oui. Vous avez les paillettes de chocolat qui se confondent. La meringue a presque disparu pour laisser place à autre chose. Mmh. Et ça, c'est quand même très magique. Et c'est vrai que dès le départ, ça m'a fasciné. Puis effectivement, mouvement de jeunesse, Louveteau. Je me souviens d'une image où on avait fait un réveil tôt, 5 heures du matin. Les saisonniers nous disent, allez hop, on y va, les chefs de troupe, et on va visiter une boulangerie. Et on a été visiter une boulangerie-pâtisserie, parce qu'en Belgique, les deux sont fusionnés. Mmh. Et de nouveau, là aussi, à l'âge de 10 ans, de regarder cet atelier, de voir comment ça se passait. Je trouvais qu'il y avait un côté, alors c'est très naïf, mais j'ai encore cette image de me dire, il y avait un côté un peu David Copperfield. Donc je m'explique, c'est de dire, on prend une bassine, on met des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, du beurre, des œufs, de la farine, et puis et il y a un gâteau qui sort. Dingue. Et vous vous dites, en tant que gosse, vous faites waouh. Je veux être cet alchimiste. Exactement. C'est ce que je peux faire la même chose. Trop et drôle. ça a été ça. Ça a été ça un peu. Ça a été mon parcours. Et assez rapidement. Et je reconnais que c'est une force, cette passion. De me dire, tiens, au fond, dès le départ, savoir ce qu'on veut. C'est une chance. Et ne pas le regretter, bien au contraire. Vous aviez posé la première question en disant s'il y a quelque chose qui me caractérise. Je pense que c'est l'émerveillement. Je pense que j'espère en tout cas que je garde cet émerveillement. J'aime un des grands écrivains qui a pas mal exploré le monde, Nicolas Bouvier, qui disait est-ce que l'émerveillement, c'est une question d'âge ou une question d'état d'esprit? Et j'espère que je garde ça. C'est ce qui me fait avancer, en tout cas. En tout cas, vous n'avez pas attendu de prendre de l'âge pour vous émerveiller. Ça, on l'a compris. On est bien d'accord. Ça a commencé par là. Cette envie de... Je vous revois en train de faire du lettrage, d'essayer de faire bien, finalement, très vite. Ça, en général, vient de deux choses. Le sentiment d'avoir trouvé sa place, et ça, vous le disiez, vous l'avez découvert presque instantanément, à la découverte dans le laboratoire où vous avez posé vos valises en vous sentant chez vous. Néanmoins, il y en a qui se contentent de faire ce qu'on leur demande. Vous, très vite, vous avez envie de faire plus. Cette envie de faire plus, elle était animée par quoi? J'imagine qu'il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de l'éducation culturelle, mais peut-être aussi quelque chose de vous, de vouloir aller plus loin. Oui, mais je pense que si je dois qualifier les choses, peut-être un éternel insatisfait, je pense, sincèrement. Nombre de fois où, quand j'ai goûté un produit, et j'avoue que ça, de temps en temps, je vois les équipes qui tanguent un peu en se disant mais qu'est-ce qui va oui, encore? c'est clair. Et d'ailleurs,
où je suis quasiment le plus clair de mon temps, c'est en recherche et développement. Et mon chef a mis cette phrase: les rêves de Pierre, c'est le début de nos cauchemars. et je pense que ça pourrait être pour tous les chefs comme ça. Je pense qu'on est tous un peu insatisfaits. Je pense que, alors dans un métier comme chocolatier, le renouvellement est un peu moindre. Hein, on ne change pas les collections tous les 2 jours, etc. Mais c'est vrai que, en fonction de son évolution, en fonction de ses voyages, en fonction des rencontres, en fonction des producteurs, des produits surtout, il y a des moments où vous dites: ah ben tiens, à propos, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on parle de la pistache parce que c'est très à la mode. Oui, une vraie tendance de retour de pistache. Oui, mais par contre, les gens se rendent pas compte. Et moi, j'ai fait vraiment cet exercice, et c'est absolument dingue de voir les différences entre une pistache de Californie, une pistache italienne, ce qu'on appelle la Blonte. Vous prenez ces pistaches-là, vous prenez une pistache d'Iran, vous prenez aujourd'hui, et une autre pistache que j'ai découvert, qui est du côté de la Syrie, donc du côté de Alep. Et donc, je me souviens de ça, c'est que on était parti sur la Blonte, qui est une sublime pistache, en plus d'origine italienne, etc. Donc, on favorise un peu ce terroir-là. Et je me souviens d'un monsieur, juste avant, effectivement, qu'il y ait tous les problèmes en Syrie, mais il insiste et il me fait goûter cette pistache d'Alep. Et c'est vrai, elle est juste sublime. Elle a des notes de rose, elle est délicate, elle est somptueuse. Et là, vous allez voir votre équipe, on dit peut-être changer de... Ah non, c'est pas possible, on a commandé, on a mis les process en place. Voilà. Donc, c'est le genre de choses qui m'arrivent de temps en temps. Ouais. Quand je vous entends parler, je réfléchis à... où je vois les peintres. Vous savez, quand on compose un tableau ou quand on dessine, il y a toujours un moment, et c'est vrai pour tout processus de création, où il faut se dire, là, je retire mon pinceau, c'est fini. On peut toujours faire un trait de plus, on peut toujours mettre une note de plus. Comment vous savez, dans la création, on se parlait de recherche et développement, là, à quel moment il faut s'arrêter? À quel moment, sur un chocolat, il faut se dire, ah! Il y a un moment donné où je me dis, c'est bon, c'est abouti. Et puis, il y en a un deuxième où on fait une dégustation à l'atelier. Et là, au moment où vous faites la dégustation à l'atelier, vous regardez par expérience. Hein, au début, vous êtes le souverain, comme tous les chefs. Vous avez décidé. Et puis, il faut mettre une ligne de goût. Comme une ligne de conduite, il y a à un moment donné une ligne de goût pour que les gens ne se perdent pas, parce que sinon, ça devient compliqué. Donc, vous sollicitez quand même l'avis de vos collaborateurs. Et je vois encore le fait que quand vous faites une dégustation, au moment de la dégustation, vous regardez le visage de l'un et de l'autre, et surtout, il y a ce côté pourvu qu'il y en a un autre. Et ce moment-là... Qui est une personne qui passe par-delà et qui dit à un moment donné, tiens, au fond, est-ce que je peux en reprendre encore un morceau? Ça, vous vous dites, on est déjà dans le bon. Ouais, c'est un bon signe. Voilà, c'est des signes comme ça. C'est pas scientifique, c'est plus de l'observation, mais qu'est-ce que c'est riche. Comment vous allez passer de j'en fais plus à je commence mes premières expériences? Se parler de ces débuts de formation, de ces premiers stages, de la bonne tarte. C'est quoi les steps qui ont suivi après comment on se déploie petit à petit? Alors après, quand on est convaincu de ça... Ça, c'était très vite, hein, j'ai l'impression qu'en termes de conviction, pour le coup, on est allé assez rapidement dans le... Oui, c'est clair. Non, après, ça a été aller faire quelques stages, puis de faire des grandes maisons. On est passé d'une maison, alors moins connue pour Paris, mais c'est Mailleux pour les Bruxellois qui nous écoutent, et des maisons comme Wittemer, qui est une institution. Et puis, un petit stage à Paris où Pierre Hermé était chef chez Fauchon. Et alors, toute la vague de ce qu'il y avait autour de Pierre, que ce soit des Frédéric Cassel, que ce soit aujourd'hui les grands d'aujourd'hui, on est un peu tous passés par cette école. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Oh là là, mais ça a été un moment incroyable, dans la mesure où vous tombez sur des passionnés. Les réseaux sociaux ont fait une chose, c'est qu'elles ont libéré la connaissance. Si vous voulez, on y reviendra là-dessus. Mais je pense que comme il n'y avait pas des réseaux sociaux, il fallait aller à la rencontre. Exactement. Et donc la rencontre, d'abord, c'était assez fou, parce que c'était du deal de recettes. C'était hallucinant. Mais quand vous arriviez dans une maison, la première chose qu'on vous demandait, c'est: tiens, tu viens de quelle maison?
Alors, et c'était « Ah, mais moi, j'ai telle et telle et telle recette. Moi, j'ai ceci. » Et on s'échangeait les recettes. En se disant des recettes qu'on avait littéralement volées quand le chef avait le dos tourné. Il y avait la librairie d'à côté qui avait la seule photocopieuse. Et on avait juste une demi-heure, le temps du déjeuner pour aller photocopier ça. Et c'était vraiment on faisait du troc par rapport à ça, sans vraiment avoir les explications et sans comprendre qu'en fait, vous pouvez donner la même recette à 10 chocolatiers, vous allez avoir 10 recettes différentes. Et on a compris que c'est pas la recette qui fait l'individu. Il a besoin d'avoir la connaissance, ça c'est certain. Mais c'est quand même sa personnalité. Et heureusement d'ailleurs. Mais c'était cette période assez folle où effectivement on échangeait. Moi je me souviens, dès qu'il y avait un concours aussi, énormément de concours. Je crois que j'ai fait plus d'une 40aine de concours. Que ce soit des concours nationaux ou internationaux, que ce soit... mais j'étais meilleur ouvrier belge en 91, puis j'ai été champion du monde en 95, avec une tentative d'abord en 93 où j'étais vice-champion du monde, puis j'ai fait des concours à Tokyo, etc. Donc énormément à la fois par cette envie, cette ambition, et puis le concours, moi j'adorais ce qu'on appelait des concours à table. Donc ça veut dire quoi? C'est un concours où vous arrivez et tout le monde est à la même enseigne. Vous avez 8 heures pour réaliser ça, vous avez 5 heures pour réaliser ça, vous avez 2 jours pour réaliser ça, vous n'amenez rien. Ah ouais, ok. Alors que des concours, quand vous venez avec une pièce, en fonction des maisons, vous pouvez être évidemment plus aidé, moins aidé. Bien sûr. C'était les concours où j'aimais bien parce que c'était un challenge. On partait de zéro. Et vous partez de zéro. Et ça, c'était vraiment c'était de la compétition. Mais en même temps, vous discutez avec les gens qui sont autour de vous, qui font la même compétition et qui sont animés par la même passion. Et c'était l'occasion de pouvoir échanger. Et donc, moi, j'ai connu ces périodes qui étaient effectivement, je crois qu'elle l'est pour d'autres générations maintenant, mais c'était une période où effectivement il y avait un brassage, où les choses bougeaient, on était en pleine mutation. Gaston Lenôtre avait bouleversé les codes de la pâtisserie en disant on va faire des mousses et des bavarois. On avait rebouleversé encore les choses, on faisait des gelées, on a rebouleversé les choses avec des crèmes brûlées par exemple, qui étaient revenir vers les basiques, arrêter l'alcool, arrêter du mettre du sucre. On commençait à travailler sur les textures en disant on y va dans la gourmandise, on n'a pas peur de mettre cela. C'était vraiment toute cette émulation-là. Et ça m'a transporté, évidemment. Et puis, ça m'a appris énormément de choses. Dans tout ce que vous dites, il y a un mélange entre... alors, vous parlez d'ambition, effectivement, une forme de goût du dépassement, en fait, et une volonté que ça ne se fasse pas au détriment de qui que ce soit. Parce que même quand vous parlez de compétition, vous faites référence à l'échange possible et à la rencontre. Et je trouve que c'est quelque chose qui vous ressemble assez dans ce que vous nous décrivez depuis le début. Cette envie d'aller plus loin, de pousser plus, mais pas au détriment des autres, et aller dans cette espèce d'ambition partagée, en fait, communicative. Oui, tout à fait. Une sorte d'émulation, finalement. Oui, il y a une émulation, mais cette émulation était saine. Il y avait de la bienveillance qui était derrière cela. Et puis, effectivement... le fait de ne pas avoir accès tout de suite à la connaissance, mais elle était à partager en fonction de la passion, en fonction du ressenti, et je trouvais que cet accès qui est pas trop facile entre guillemets et qui se mérite, qui était basé sur le mérite d'ailleurs, et était, à mon avis, était quelque chose qui était quand même assez enthousiasmant, je pense. Et ça, de nouveau, je pense que ce sont des éléments comme ça, ces énergies-là, ça vous tire vers le haut. À la fois, c'était d'aller voir des vitrines le dimanche matin en se disant mais comment il a fait, comment il a encore bougé les codes, etc. Ce que je retrouve aujourd'hui, soyons très clairs, je vais pas commencer à jouer le vieux grincheux parce que je pense qu'aujourd'hui, cette génération qui justement a pris les rênes et effectivement a accès à cette connaissance. Je pense que les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'effectivement, ce qui se passe... On n'a plus besoin d'aller devant des vitrines. Ben bien sûr, ce qui se passe à 10 000 km, puis les échanges se font plus facilement, etc., etc. Et ça, c'est génial. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a une révolution sur les 10 dernières 15 années. On voit qu'il y a une révolution dans le monde du chocolat, comme il y a une révolution dans le monde de la pâtisserie. C'est parce qu'on a libéré cette connaissance. On a donné accès à ça. Et c'est la connaissance qui fait pousser les choses, évidemment. Mais quand à un moment donné, tout est restreint, tout est secret, tout est difficile, quand on vous dit que c'est la recette qui date d'il y a un siècle,
Et vous dites, j'espère que c'est pas la recette d'il y a un siècle, parce que sinon le taux de sucre, il doit être On va se boucher, épouvantable. Exactement. Mais il y avait effectivement le fait de ce Graal qui était de se dire, j'ai la recette. Ce Graal, ça a obligé. Oui, ça obligeait. En fait, ça demandait de l'effort. Ouais. David, ça demandait de l'effort. C'était pas gratuit. C'était quelque chose qui demandait un effort et qui permettait effectivement de se dire, mais tiens, on a fait un effort pour l'avoir. Et ça, c'était quand même assez... Il y avait le côté méritant d'histoire. En vrai, ça faisait aussi un peu le tri. À une époque, à la fin des années 90, 2000, avant l'avènement d'Internet et bien avant les réseaux sociaux, ceux qui remportaient les choses l'avaient beaucoup cherché. Ceux qui remportaient les prix en avaient bavé, avaient fait le chemin, étaient allés chercher les... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire le tri entre ceux qui sont bons et ceux qui le paraissent. Parce que, de fait, on montre, les réseaux ont un peu tout nivelé, finalement. Avant, réussir, exister, se faire un nom, prenait certainement beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Oui. C'est clair, il y a une forme de quête, en fait. Hein. C'est vraiment de dire, tiens, on veut obtenir juste un très beau dessert. Ouais. Mais cette approche-là, cet équilibre-là demandait en tout cas des efforts qui étaient beaucoup plus conséquents qu'aujourd'hui. Alors, je crois qu'il faut vivre aussi avec son temps. C'est effectivement, aujourd'hui... et c'est un cheminement. Hein. D'abord, il y a eu ces émissions de télévision qui ont mis en avant un métier. Je pense aussi qu'il faut regarder le côté positif des choses. C'est que ça a permis à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble de la population, de comprendre ce que c'était notre métier. On peut l'expliquer, mais quand à un moment donné, vous voyez une émission et que vous dites « Ah mais attends, faire un biscuit, l'architecture, la complexité, l'équilibre, etc. » Les gens se sont dit « Mais au fond, je comprends pourquoi un dessert coûte si cher. » Ça valorise. Exactement, ça valorise. Le sourcing, les ingrédients. Et combien de médias m'ont pas suivi dans les plantations de cacao pour se dire « Mais tiens, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on travaille dans les plantations de cacao ? Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut avoir un cacao qui a un peu plus de goût ? Quelles sont les différences entre ces ingrédients-là ? Et c'est vrai qu'effectivement, c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, on peut se faire vite un nom, mais par contre, le pendant de cela aussi, c'est que d'autres peuvent le remplacer. On peut vite se faire assassiner aussi. Je pense que et parfois... vous n'avez pas la raison. Je trouve qu'effectivement, parfois, sur les réseaux sociaux, il y a une violence qui est parfois où vous ne comprenez pas. C'est un peu le café du commerce ou qui vient... Qui se transforme parfois en tribunal. Oui, exactement. Et vous vous retrouvez un petit peu au pilori. Vous dites, mais au fond, moi, je veux juste faire des bons chocolats. Alors qu'après, et de temps en temps, qu'il y a un problème logistique, qu'il y a un problème... sur un chocolat, etc., ça reste totalement humain, mais il y a une disproportion entre ce qu'on parfois on vit et tout. Et si en plus vous faites le métier dans lequel, je pense, j'essaie de le faire, c'est-à-dire avec une passion et une émotion, ça vous touche. On peut pas rester indifférent par rapport à ça. Je pense que quand on va dans un restaurant et qu'on goûte un plat, vous sentez si à un moment donné le chef a fait les choses avec émotion, vous sentez si à un moment donné... Avec engagement. Et le chocolat, je vous fais un aveu, c'est que après 30 ans, pas mal voyagé, beaucoup en Asie, qui n'ont pas la même culture, le même rapport historique que nous avons pour les chocolats. Et c'est là où je trouve pas le même palais non plus, j'imagine. Oui, mais là, on sent qu'aujourd'hui, on commence à avoir un palais de plus en plus universel. Hein, soyons clairs. Hein. On vous aurait dit, tiens, miso, sushi, etc. Il y a 15 ans, je ne suis pas sûr, et inversement de l'autre côté. Et donc, mais par contre, pour revenir au chocolat, ou ce côté complètement universel, et je ne m'explique pas pourquoi, il y a toujours la même magie. C'est que vous faites goûter un carré de chocolat, il y a un moment donné, que ce soit en Asie, et on a des boutiques en Chine ou au Japon, etc., il y a toujours ce même effet. Il y a un moment donné, ce visage qui commence, où il y a une certaine émotion, il y a une certaine satisfaction, il y a un plaisir qui est là. Et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients qui permettent d'avoir cette magie-là, qui ramène tout le monde vers justement ce moment d'émotion. Et c'est pour ça que je suis fou du chocolat. Je pense qu'effectivement, c'est
c'est un langage tellement universel. Ouais. Plus, alors, ça mais merci la nature, c'est que le chocolat a une base tellement aromatique. C'est un cador, c'est quelque chose de très très fort. Quand vous prenez un chocolat noir, c'est puissant, en fonction si c'est un forastero, un trinitario, un criollo, comment vous allez le torréfier, comment vous allez lui donner un peu un soutien, comment vous allez lui donner de la profondeur. Mais quand vous allez lui rajouter des éléments comme une très belle vanille, un joli poivre, un petit sarawak ou des choses pareilles, ou un timout si vous voulez lui donner un peu de côté un peu agrume, et là, c'est complètement magique. Il n'y a pas beaucoup d'éléments où on peut rajouter comme ça un joli thé jasmin et ça fonctionne. Que ce soit des agrumes, que ce soit un côté floral. Et là, on revient vers la jeunesse du chocolat. Et ça a été je pense que c'est ce qui a fait un peu ma différence. Quand en 2000, pour revenir à ça, c'est qu'en 2000, je décide, contre toute attente, de m'affranchir du système dans lequel on est. C'est-à-dire, pour résumer, on a les pays planteurs. Les pays planteurs, c'est tout ce qui est cacao. Ils vendent leurs cabosses et leurs fèves de cacao à des grands groupes. Les grands groupes transforment ça pour faire des couvertures de chocolat. Alors, je vous fais un aveu, David. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le métier. Je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une couverture de chocolat. Une couverture, je sais que c'est un petit plaid que vous avez froid, mais de chocolat, je n'arrive pas. On m'a donné des versions en me disant il y a du beurre de cacao, pas de beurre de cacao. Enfin, bref. Donc, ces fabricants industriels font du chocolat et qui sont destinés effectivement à l'artisanat. Et ils le font très bien. Le propos n'est même pas de savoir si c'est la qualité. Le propos, c'est peut-être se dire, au fond, est-ce que le chocolatier, c'est de travailler du chocolat ou c'est de le fabriquer ? Vaste débat. Ma réponse à moi, c'est de le fabriquer et d'être parti en 2000, cette décision complètement folle. Et de nouveau, c'est là où je vous dis que le mot autrement vous va si bien. Ouais. Parce qu'en 2000, là, on va se parler de ce que c'est que d'aller à la source. Avant, on ne pas parler, David, c'est ça. Non, que j'adore. Non. Mais non, là, on va se parler Pierre, de ce que c'est. Attention. Non, là, on rentre dans quelque chose. Non, mais en tout cas, un sujet qui est crucial et qui vous caractérise particulièrement. Parce que là, on va se parler. Merci. Là, on va se parler de ce que c'est que d'aller à la source. Et ça définit un rapport au métier complètement différent. Totalement. Là, vous allez nous dire ce que vous avez fait à une époque où. Alors, il y aura toujours quelqu'un qui me dira « Ah non, mais il y avait aussi peut-être un tel, à tel endroit. » C'est pour ça que je dis je suis un des premiers, mais je ne dis pas que je suis le premier, je n'ai pas cette prétention-là. Néanmoins, vous êtes pionnier en la matière, et du coup, racontez-nous cette idée folle, après nous avoir dit quelle était la convenance et les conventions de l'époque. Je me suis installé en 95. D'abord, je faisais ce qu'on appelle du private label, donc je travaillais pour des marques en 95, d'abord dans un garage, dans la banlieue bruxelloise à Krainem. Donc dans un garage de la banlieue bruxelloise, vous faisiez du chocolat pour des... Oui, un peu à la Steve Jobs, mais pas dans la même manière. plus gourmand que Steve Jobs. À mon avis. Et puis, d'abord une femme. Je pense que c'est important. Ma première épouse. C'est la deuxième de l'histoire. Oui. Donc il y a la maman d'abord, bien sûr. Et puis Nicolette. Nico... avec qui j'ai créé la société d'ailleurs, et Nico me dit, donc 95, elle me regarde, elle me dit « Non, ça suffit, il faut que tu t'installes, faut arrêter de faire ça dans le garage. » Je crois qu'elle en avait un peu marre. Et on trouve un local de 30 mètres carrés, avenue Saint-Pancras, du côté de Krainem, dans le bas de Krainem. Donc, soit. Et ces 30 mètres carrés, je commence, puis il y a des phrases, comme je suis attaché à certaines phrases comme ça. Et son père, à qui j'ai eu un rapport extraordinaire, Jacques. Et à un moment donné, au bout de 3 mois, il n'y avait plus de place. Je travaillais jour et nuit, mais jour et nuit. Seul. Et puis, je reçois la clé du propriétaire. J'ai mal négocié. J'ai compris que ce n'était pas un homme d'affaires. Et donc, je passe de 30 mètres carrés à 60. Il y a cette porte avec un mur mitoyen. Et il y a la porte qui est là. Et lui, son plaisir, c'était de venir me voir tous les matins. Il venait me voir, on prenait un café pendant que je travaillais, etc. Et je lui dis, bon pas, je lui dis, voilà, j'ai la clé. Et on ouvre la porte de 30 à 60 mètres carrés. Et il me regarde et me dit, est-ce que tu n'as pas vu un peu trop grand ? Je me souviens. Et j'étais totalement déstabilisé. Et donc, 30 mètres carrés, 60 mètres carrés, puis je déménage, j'achète un bien, toujours du côté de la région bruxelloise, à Krainem, 500 mètres carrés. Là, on se dit, engage Alain, qui d'ailleurs va partir à la retraite dans quelques mois, et qui a été mon premier ouvrier, qui est toujours là. Et en fait, 500 mètres carrés, vous dites 10 ans.
au bout de 2 ans, c'était un enfer. Les voisins, les pétitions, on faisait du bruit, etc. Enfin bon, bref, je rentre en région bruxelloise et là, je prends 1500 mètres carrés. Mais en combien d'années il se passe entre ce 30 mètres carrés donc, 95 et 99, 4 ans. Ah, et ça va vite. Hein. Et 99, j'ouvre, je vais chercher une chaise pour mon beau-père, qui passait, parce que le choc a été rude. Il a dit, ce type est totalement mégalo. Et c'est vrai, en tout cas d'ambition. Et je dis, je suis parti assez vite du principe, de nouveau par observation, c'est que d'avoir fait des maisons qui étaient toujours dans les banlieues, des maisons qui ont toujours été faites dans des centres-villes, il y a un souci, c'est que vous ne savez pas prendre de l'expansion. Oui. Il y a toujours un voisin qui va se plaindre, et à juste titre, je peux comprendre. Sûr. Et donc, c'est pour ça que je suis allé dans la périphérie bruxelloise, et là, on a construit un atelier de 1500 mètres carrés de plein pied en 99, mais en même temps, et c'est là où je reviens vers j'ai fait autrement, donc déjà ça, autrement, puisque les gens m'ont dit, mais ce type est complètement fou. Et puis c'est immense à l'époque, on n'imagine pas un laboratoire comme ça. Enfin. Et dans le laboratoire, on a fait des petits laboratoires pour que ça ne fasse pas un grand hall. Ouais. Donc il y avait atelier de moulage, atelier de confiserie, pour que ça garde cette dimension humaine, qu'on ne soit pas... et on aurait pu, c'est plus facile évidemment de ne pas mettre de cloison, mais je voulais que les gens aient des repères, qu'on séquence bien les endroits. Et puis, 1500 mètres carrés, mais en même temps, en parallèle de ça, Coupe du Monde en 93, à Lyon, où j'ai terminé 2e, 95, champion du monde, 97, président de jury, vous avez ça se passe à Lyon. Et à Lyon, de nouveau, dans ce que je vous disais, cette même envie d'aller voir les vitrines, de voir ce qui se passe, il y a une chocolaterie qui fait partie... qui pourrait être pour moi la mémoire vivante en France, en tout cas de la chocolaterie, qui est la chocolaterie Bernachon. J'ai connu donc, qui est maintenant tenue par Philippe, mais j'ai connu son grand-père, qui était un petit bonhomme comme ça, mais charismatique. Et il nous faisait visiter l'atelier avec une fierté. C'était extraordinaire. Mais on passait par l'atelier, ce qu'on fait jamais, puisque nous, déjà à l'école, on recevait des couvertures de chocolat et tout. Mais la première fois que vous découvrez des odeurs de torréfaction, vous dites, c'est bizarre, je ne connais pas cette odeur. Et pourtant, qu'est-ce que c'est agréable. C'est des fèves qui sont grillées. Et puis, vous voyez l'éconge, vous voyez le broyage, vous voyez la sélection des fèves. Vous goûtez le chocolat, vous dites, c'est marrant, c'est pas un repère que je connais. Et vous sortez de là, et je discutais avec le grand-père, je dis, mais pourquoi ça? Il dit, mais c'est parce que comme ça qu'on faisait au début du XXe siècle. Et il dit, mais moi d'ailleurs, il dit, j'ai du matériel d'occasion, j'ai le double de cet atelier, parce que je ne pourrais plus retrouver. Et ça m'a... Je suis sorti de là bouleversé en me disant, Pierre... C'est comme ça. Oui, alors, évidemment, les industriels vous diront, on va faire du chocolat sur mesure, ne t'en fais pas. Mais après, ouvrez un bureau, alors, dans ces conditions. Il n'y a plus besoin de faire son propre chocolat. Et donc, je me suis dit, non, j'ai envie d'avoir ce savoir-faire, au lieu que ce soit détenu par quelqu'un d'autre, c'est peut-être bien que ce soit détenu par vous. Savoir quels sont les temps de conchage, comment vous voulez torréfier. Si cette fève-là, vous la torréfiez un peu plus fort. Mais c'est le début de la signature. Oui, début de signature. Et puis cette idée complètement folle de repartir vers le métier de base. Et autant vous dire que tout le monde m'a dit, mais Pierre, t'es complètement dingue, tout le monde s'en fout. Ça a été des moments de galère, des moments durs, des moments... D'abord, je me souviens que le matériel neuf, il n'existait pas comme maintenant. Il y avait aucune littérature. Internet venait de commencer, donc il y avait pas... Vous étiez complètement... Le savoir était tenu par les industriels. Quel type de fèves, quel temps de conchage, quelles sont les températures, vous savez qu'elles vont monter. Donc vous partez de zéro. Et vous dites quoi? Je vais y aller, en fait, tout simplement. Je vais y aller. Vous savez, cette phrase, on ne savait pas, mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et vraiment, c'était ça. En tout cas, mon objectif, c'était de me dire, on va aller jusqu'au bout. Et je suis tombé, de nouveau, le hasard, vieux bonhomme, qui m'a dit, écoute Pierre, je vais t'aider. Parce que le matériel neuf coûtait une fortune, puisqu'il n'y a plus personne qui achetait des petites machines. Et on a commencé à trouver un vieux torréfacteur du côté du Portugal, un vieux Probat qui faisait 30 kilos. On avait un casse à cacao tarin en bois où
tous les matins, le casse à cacao Atara en bois, pour que les gens comprennent, c'est quand vous avez grillé la fève, vous devez retirer la membrane. Ouais. Et donc, c'est quoi ? C'est un appareil qui casse la fève et qui, par système de tamis, trie, et vous avez du gruau et de cacao. Et ça, c'était en bois. Tous les matins, David, on se posait la question en se disant, pourvu qu'il marche. Ouais, pour que ça tienne. On avait un vieux monsieur qui connaissait cette machine par cœur. Ouais. On l'a gardée parce que ça reste une machine absolument merveilleuse. Elle est très, très belle. Et puis, on avait un broyeur 3 cylindres, on l'avait mis à l'envers. Donc, la couverture, enfin, le chocolat était au-dessus, alors d'être ce qui devait être en dessous. Et donc, toute cette phase de moments où vous avez des moments de satisfaction, vous avez des moments heureux parce que vous dites, ça a marché. Vous faites votre chocolat. Ouais. Vous le fabriquez. C'est comme un vigneron qui, à la sortie il le met en bouteille et il se dit, j'ai tout maîtrisé. Ouais, je suis parti de ma vie, de ma terre. Ah oui, tout à fait. Alors, évidemment, on n'a pas les vignes et les plantations de cacao, mais vous avez déjà cet amont-là où vous avez ce plaisir d'avoir fait votre propre chocolat. Et aussi des doutes, des moments vous dites, mais est-ce que la fève est bonne, pas bonne ? Des moments où vous êtes fait... Je me suis fait avoir. Vous payez les plantations de cacao et puis vous recevez pas. Enfin, vous payez les fèves de cacao et vous les recevez pas, etc. Mais donc tout ce cheminement fait qu'on est autodidacte, mais ça nous a construit, ça nous a fait grandir. C'est ce que je pense qui a créé une différence aussi. Et puis commencer à découvrir effectivement le panel qu'on peut avoir dans le monde du chocolat. Et ça, c'est un petit peu la victoire et la rançon de cette histoire et de cette exigence. Parce que pour que les gens le comprennent bien, il est bien en tête. Là, vous décrivez une idée qui est presque de réécrire sa discipline, de se dire, ok, avant on nous donnait du chocolat, puis on s'en accommodait. Vous dites, non mais attends, moi je vais aller choisir ce qui fait mon chocolat. Et une fois que j'aurai choisi ce qui fait mon chocolat, quand on se parle de fèves, je vais voir la manière dont je vais la travailler, parce qu'on se parle de torréfaction, tout ça. À cette époque-là, le chocolatier arrivait après toutes ces étapes finalement et s'en saisissait avec ce qu'on voulait bien lui donner, qu'on voulait bien lui vendre. Vous dites, non, moi je vais travailler ma matière avant même de la façonner. C'est quand même quelque chose qui est... qui ouvre une gamme. Et ce que vous êtes en train de nous raconter là, c'est que c'est ouvert à vous la possibilité de faire d'autres choses, de créer peut-être une bibliothèque plus large, de se dire, ah mais attends, si on arrive à jouer sur la torréfaction à ce niveau-là, si on arrive à travailler en amont de la création sur ces choses-là, finalement, on se donne plus de cartes dans le jeu. Finalement, on peut être plus créatif. Bien sûr. Il y a un truc comme ça qui se joue. Il y a la créativité, mais il y a aussi les rencontres. Je pense que ce qui m'a bouleversé aussi, c'est de commencer à faire les plantations de cacao. D'aller comprendre, comme vous venez de le dire, cette nouvelle bibliothèque, cette nouvelle pièce qu'on vient d'ouvrir en se disant, c'est une nouvelle pièce du savoir. Qui va éclairer toutes les autres, puisqu'en plus, c'est la pièce d'origine. En 2000, être capable de faire une ganache, je pense qu'on était capable. De faire un praliné, on était capable. Mais de comprendre la matière de base qui va entourer cette ganache. Une ganache, c'est quand même 50% du chocolat aussi. Donc, si vous maîtrisez ce processus-là, ça donne de la personnalité. Et d'aller sur place, première fève, Criollo, la région de Tabasco, Villa Hermosa, vous arrivez, Clara Echevarria, qui vous parle de Criollo, vous dites tiens au fond, puis vous commencez à découvrir qu'en fin de compte, on commence à vous dire tiens, est-ce que tu as déjà goûté un Amelolado, un Carnero, un Puerto Cabello? Là on se parle de quoi? De cru finalement? Oui, c'est pas des clubs de foot espagnols, ce sont bien, c'est bien des... On se parle de cru de type de cacaoyer. Bien sûr. Mais tout ça, alors... quand vous arrivez dans une plantation, vous voyez que c'est complètement erratique, vous voyez que c'est difficile, que c'est un métier dur, que ces gens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est absolument, évidemment, ça vous touche. C'est là où vous commencez à créer du lien, c'est là où vous commencez à dire je vais payer, je vais rémunérer convenablement. C'est là où vous dites pas d'enfants qui travaillent dans les plantations de cacao, c'est-à-dire de la main-d'œuvre enfantine, jour et nuit, ou en tout cas pendant la semaine au lieu d'aller à l'école, qu'après ils apprennent un métier, je peux comprendre, mais qu'à un moment donné, il y a cette forme-là aussi. Et puis, c'est, pour revenir au cacao, on coupe ça, je me souviens de la plantation de Joa Tavares du côté du Brésil, on est du côté de Salvador de Bahia, on est dans une région qui s'appelle Ilhéu, et Joa me fait goûter des fèves. Et en fait, on se rend compte que toute la biodiversité qu'il y a dans les plantations de cacao, c'est ce qu'ils vont donner. Et c'est là où on revient vers le monde du végétal et pas du pourcentage de cacao. C'est de dire,
en fonction de l'endroit, en fonction de la terre, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la biodiversité, en fonction de la fermentation, en fonction de la typicité. On va avoir des notes qui sont herbacées, des notes florales, des notes fruitées. Et c'est là où toute cette richesse, vous la recevez. Et moi, mon premier réflexe, quand je reçois ces fèves qui sont donc ce qu'on appelle le post-récolte, fermentées puis séchées sur place, et puis vous les recevez à Bruxelles, c'est dire comment est-ce que je peux me rapprocher le plus près possible des premières impressions, des premières émotions que vous avez ressenties quand vous êtes dans cette plantation. Quand vous allez dans la région du Kerala et que vous montez jusque Tamil Nadu, vous allez voir Amish, et qu'il y a des muscadiers avec les cacaoyers, vous avez des notes un tout petit peu épicées, et vous dites, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et c'est là où vous aviez raison par rapport à votre question, tout ce pan qui commence à s'ouvrir. Et là, vous avez les curseurs. Et là, vous parlez comme un cuisinier, pour le coup, hein, vraiment. Mais je pense que c'est... Vous parlez de composition. Exactement, oui, oui, tout à fait. Vous êtes un peu le chef d'orchestre aussi. C'est à partir de ce moment-là, vous commencez à jouer sur les curseurs. Vous dites, tiens, à propos, avec votre partenaire, vous lui dites, est-ce que tu peux travailler un peu sur la fermentation? Est-ce qu'on peut, au lieu de faire 7 jours, est-ce qu'on peut faire 6 jours? La fermentation, c'est là où la partie aromatique va se créer. Est-ce que, quand on est à Madagascar, où il y a un poivre magnifique, où il y a de l'ilang-ilang, où il y a du vétiver, est-ce que dans la fermentation, je peux commencer à y rajouter des choses de façon pour, à un moment donné, absorber? N'oublions pas une chose, c'est que dans une fève de cacao, quand vous l'écrasez, il y a entre 35 et 40%, voire 42-43% de beurre de cacao. Donc une matière extraordinaire, grasse bien sûr. On revient sur la notion du parfum de ce skins. Ouais. Et donc effectivement, elle va capturer la partie aromatique. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à jouer. Vous avez un paramètre supplémentaire. Et puis le deuxième, effectivement, quand vous avez ça, vous dites, quand je l'ai goûté pur, sans sucre, quel est le dosage? Regardez on a fait une tablette du Congo, région du Kivu, par Virunga, tablette qui avait déjà de la profondeur. Et là, on a rajouté 19% de sucre. On ne s'est dit pas plus. Laissons parler la fève. Ouais. Pour que ce ne soit pas écœurant, pour qu'il y ait une harmonie. Parce que le sucre, ça sublime aussi les choses. Hein. On oublie un petit peu, mais quelques fraises pour parler de ça. Et puis à un moment donné, ça supporte aussi les choses, ça adoucit aussi. Et c'est vrai que là, vous commencez à vous dire, mais tiens, on commence à rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, un chocolat qui devient signature. Plus le fait que vous n'imaginez pas à l'atelier les artisans et leur fierté de faire ça. Ça aussi, c'est important. Vous amenez, comme je disais au début de l'interview, vous amenez un projet commun. Et les gens se disent, OK, on adhère à ça. Ouais. À des valeurs, finalement. Oui, je pense. Est-ce que dans la composition dont vous parlez, dans ce travail de chef d'orchestre, finalement, la notion d'origine, là, elle prend tout son sens. Et on comprend qu'autour de ça se cristallisent beaucoup de choses. Comment vous opérez un mariage? Et est-ce que, nécessairement, on le voit souvent en cuisine? Souvent, on associe des éléments qui viennent du même endroit. Souvent, on parle en cuisine, par exemple, aussi de couleurs, de terroirs communs. Et les cuisiniers disent souvent qu'en gros, il y a peu de chances de se planter si... on prend des choses qui viennent d'un même endroit, ou qu'en tout cas, au travers d'un aliment, on essaye de faire parler le terroir duquel il est issu. Vous, on comprend que dans la création, vous avez adopté la ligne, en tout cas, qui pourrait définir, parce qu'il s'agit de définir cette signature. Vous faites souvent référence à l'endroit d'où vient, à la toute base, le produit que vous allez travailler. Est-ce que c'est ça que vous cherchez à faire éclore à chaque fois que vous créez un chocolat? Ça pourrait l'être. D'abord, je trouve que Grand Cru dans les chocolats, on l'a aujourd'hui, on sent qu'il y a une révolution ou une évolution comme on veut, comme elle l'a été dans le café, comme elle l'a été dans le thé. Des gens comme François-Xavier Delmas, par exemple, ont valorisé les terroirs. Et puis, effectivement... Aujourd'hui, dans le chocolat, ce mouvement Bean to Bar, on voit qu'il éclot, on voit qu'effectivement la nouvelle génération des chocolatiers. Pourquoi? Parce qu'il y a du matériel qui a été créé, qui permet désormais effectivement, qui permet effectivement d'avoir ça. Et puis le sourcing qui aujourd'hui est un peu plus simple qu'auparavant. Et donc, je crois qu'effectivement, on a de plus en plus cette nouvelle génération qui s'accapare ça. Pour revenir à la question, d'abord, Grand Cru, essayer de le travailler le plus simplement possible. Et pour revenir à ce que vous disiez, on a fait le test de faire deux choses qui sont parfois un peu antinomiques, on pourrait se dire. L'exemple le plus fort, c'est un praliné noisette dans la région du Piémont. Donc, 80% de la noisette piémontaise, elle vient d'un endroit, un petit village
qui est sublime, qui s'appelle Colse Emilia. Et un peu plus bas, il y a Alba. Et c'est vrai qu'effectivement, vous mettez de la noisette et vous mettez de la truffe blanche. Il n'y a pas besoin de prendre un livre de pairing pour ça. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne sublimement bien. Ouais. Et puis, là où ça devient un peu plus intéressant, c'est qu'on a une nouvelle tendance qui commence à se dessiner, parce que vous parliez cuisine, et je rebondis un peu là-dessus, c'est qu'il y a pratiquement une dizaine d'années, on a commencé à associer le sel de plus en plus dans la notion de chocolat. Une des plus grandes expériences que j'ai vécues à propos de chocolat et de salinité, Alberto Adria, qui est quand même un des grands chefs, un ami, on est au tout début du mouvement cuisine moléculaire. Ça me vieillit un peu tout ça. Cuisine moléculaire, on est à Barcelone. Une petite vingtaine d'années, on va dire, une petite vingtaine d'années. On est à Barcelone. Et Alberto me dit, écoute, viens Pierre, on va dans un petit bar à tapas. Et ça, c'est monumental. Et Alberto, il me dit, je vais te faire goûter un truc. Il prend un morceau de pain, un petit morceau de pain, comme si c'était une brusquette, hein, mais sans la tomate et l'ail, tout ce qui s'ensuit. Il met un filet d'huile d'olive. Il pose un carré de chocolat, juste à l'amande. Il sort, il met un peu de fleur de sel. Et il dit, et je goûte ça. Et ça a été un choc. Et j'ai encore cette mémoire-là, huile d'olive, fleur de sel, il y a 20 ans. Puis là, il y a quelques années, commencé à travailler sur des pralinés. Les pralinés, que ce soit... Alors, on a commencé d'abord avec la cannelle, c'est un grand classique, etc. Mais un curry de Madras, des currys un peu pointus, le vadouvan, par exemple, quand vous infusez ça dans le beurre de cacao, puis vous reprenez ça, et vous vous dites, tiens, au fond, est-ce qu'on ne revient pas vers ce qu'était la fève de cacao, le 15e siècle, toute la cuisine mexicaine, le mole, c'est de dire, au fond, le chocolat, au départ, c'était une épice. Et revenir vers cette essence-là, et c'est là où je reviens sur, mais quel véhicule aromatique. C'est ce que j'allais vous dire. Quelle base qui permet de... Là, les dernières créations que j'ai fait pour les 25 ans de notre présence au Japon, j'ai voulu rendre hommage à ce pays que je trouve fabuleux et fascinant. Et le meilleur hommage, c'est le faire à travers leurs produits. Mais le faire à travers les produits, c'est le faire à travers les gens. Quand vous allez du côté de Kagoshima et que vous allez voir la famille Umada qui... le père et la fille qui font un aoshisha absolument dingue, donc ce thé grillé. Et puis, pour vous dire merci, vous donne juste pour la route un joli geste, ce geste qui nous manque de temps en temps, ces gestes d'amitié et de générosité en vous disant, je vous donne quelques petites patates douces parce que vous allez faire un long trajet. Juste ça, cet acte gratuit. Et puis, on est allé du côté de Saga, et là, feuilles de nori, absolument incroyable. Et vous dites, mais pourquoi Saga ? Pourquoi les feuilles de nori sont meilleures là qu'à un autre endroit, puisque c'est un archipel, donc on pourrait... Parce que la marée monte jusqu'à 6 mètres de haut, voire 8 mètres, et puis elle redescend. Et il y a une salinité sur ces algues qui sont incroyables. Vous allez du côté de Kagoshima, à Koshi, à côté, vous allez trouver des sudashi, mais derrière sudashi, il y a un personnage qui est la famille Bando, qui est un monsieur que, voilà, vous allez jusqu'à 350-400 mètres d'altitude. Et première question, vous lui dites, mais Bando, mais pourquoi t'as planté des arbres comme ça, abrupts, sur montagne, c'est difficile, etc., etc. Pourquoi ici ? Et là, c'est le regard de l'homme pragmatique, ancré sur la terre et qui vous dit, parce que je suis né ici. Et je trouve... mais c'est tellement évident. C'est tellement... Mais oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Et puis, au fur et à mesure, parce qu'il y a toujours une forme de timidité au Japon avant de vous répondre, il vous dit, Pierre, la montagne, sur une journée, c'est 3 températures. La première, c'est évidemment la brise, plein soleil après-midi, et le soir, le vent. Et il dit, en plus, quand vous imaginez comment ils coupent un peu leurs arbres, ils nous ont fait quand même des leçons de bonsaï, vous imaginez, et puis vous avez une maturité sur le fruit qui est sublime. Donc. Et puis, vous allez goûter ça, et c'est là où, comment est-ce qu'on peut, vous mettez votre bibliothèque en route, et vous dites, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ça ? Avec quoi ça pourrait aller ? Tiens, est-ce que une feuille de nori, une salinité, ça a un côté un peu fumé aussi. On peut peut-être se dire, tiens, une noix de cajou fumée, ce qu'on a fait,
comme on fumait un saumon à l'atelier, aux grandes dames de ma CEO qui m'a dit « Mais tu mets le feu à l'atelier ?» Je dis « Non, on a fait ça à l'extérieur, etc. » Mais les tests sont tellement intéressants et on a effectivement ce genre de mariage qui commence à percoler. Alors, quand je l'évoque, ça pourrait paraître simple, mais ça ne l'est pas. C'est des moments de doute et puis c'est des moments où on n'y arrive pas. Par exemple, un thé comme le chicha, par exemple, c'est un thé très délicat. Si vous faites une infusion pendant 10 minutes, vous n'allez pas obtenir grand-chose. Par contre, si vous faites une infusion à froid, que vous laissez 24 heures dans la matière grasse, que ce soit du lait ou de la crème, et vous récupérez ça, là, il y a une base, il y a quelque chose qui s'installe. On sent que vous avez envie de charger d'histoire les produits aussi. Et dans un produit, finalement, ce qui en fait sa rareté, quand on vous entend, c'est toutes les histoires dont il est chargé, l'histoire d'un terroir, l'histoire d'une personne, de celui qui l'a cultivé, l'histoire que vous allez vouloir raconter. On a l'impression que vous êtes un passeur, que vous voyez un petit peu comme un des maillons de la chaîne, parce qu'on décrit ça depuis le début finalement, on ne se décrit qu'une chaîne. Bean to bar, c'est ça l'histoire. C'est l'affaire à la tablette, effectivement. Est-ce que parfois, vous parlez de cette idée de « Ah, j'ai trouvé, c'est génial », il y a une dissonance entre votre enthousiasme et le public. Est-ce que ça, c'est pas dur à gérer quand vous pensez avoir trouvé quelque chose et que vous voyez quelqu'un faire un truc? Comment on arrive justement à cette résonance avec celui qui finalement va être à la toute fin de l'histoire? Après 30 ans, quelle prétention j'aurais de dire qu'on a tout réussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas raté? Et je pense que c'est tout aussi intéressant. Des moments où vous avez des moments de doute, des moments où vous installez une boutique là, vous dites ouais, ça va marcher, et vous prenez un bid, vous vous dites tiens, les gens n'ont pas compris, des collections qui n'ont pas bien fonctionné parce qu'elles ont été dans l'incompréhension. Je vais vous donner un exemple. Il y avait cette vague de sans sucre. Et donc le stevia qui était là, etc. Moi je réfléchis, je dis non. Le problème du stevia, c'est que ça donne des notes un peu réglissées. Je crois que j'ai sorti un bouquin il y a 10 ans sur les variables de sucre, que ce soit le sucre de canne, que ce soit le sucre de goyave, etc. Le sucre de coco, le sucre de canne non raffiné. J'avais fait plein de recettes pour pouvoir faire ça. Et je découvre un produit, pratiquement interdit d'ailleurs en Europe, mais voilà, un peu fraudé. Et qui est le monkey fruit. Alors le monkey fruit, c'est quoi? C'est totalement naturel. C'est 300 fois plus sucrant que de la saccharose. Donc c'est hallucinant. Et ce qui est bien, c'est que la partie aromatique n'est pas perturbée par ça. Donc, par exemple, le stevia, il y a une note qui passe, et même le sucre de coco, on a un peu ce genre de problème. Ils sont chargés un petit peu. Et puis, il y a toute la partie des sucres édulcorants, etc., sucre de raisin, etc. Et donc ça, j'ai voulu éviter les polyphénols et autres, puisque, forte consommation, vous avez quand même un problème. Et donc, je me souviens que je dis, on va travailler avec ce monkey fruit, et on fait des glaces. Moi, je me dis, tiens. Et l'argument, c'était, c'est bien simple, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et en termes de calories et en termes de sucrose, c'est l'équivalent d'une pomme. Donc, vous mangez une boule de glace, vous imaginez. Donc, génial. Et je suis, de nouveau, l'observation. Je suis à une boutique et il y a une jeune étudiante qui fait un travail admirable. Donc, elle est là, on a nos turbines à glace, etc. Et une dame arrive et dit, voilà, je voudrais une glace à la vanille. Elle n'a pas regardé l'écriteau, elle a regardé juste le fait qu'elle avait envie d'une crème glacée à la vanille. Bon, elle voit, superbe, plein de grains. Et là, je sens l'étudiante qui est plein d'énergie et qui commence à argumenter, qui dit, écoutez, c'est bien simple, Monsieur Barcolini a créé ces glaces, vous allez voir en termes caloriques, c'est moins qu'une pomme. Et cette dame regarde, elle dit, si j'avais envie d'une pomme, je prendrais une pomme. Moi, je veux une crème glacée. J'assume ce gras, j'assume cette envie, j'assume le fait qu'effectivement, je veux me faire plaisir. Et on a pris un bide. Et et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si à un moment donné, les gens se disent, après, on peut réduire les portions, mais si les gens se disent, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de prendre une crème glacée et qu'elle ait du goût, qu'elle ait justement ce côté un peu plus lacté, ce côté un peu plus crémeux, je l'assume. Et voilà, point. J'ai trouvé ça formidable. Retour client.
par rapport à vous. Je peux vous dire un truc par rapport à la persistance du goût. D'accord. Le problème qu'on a avec vous, c'est que moi, je me suis confronté souvent à vos créations, très souvent, parce qu'elles sont très publicitées chez moi. Et j'ai eu l'occasion et la chance d'en goûter très récemment. C'est de se dire, il faut que j'attende que le goût ne soit plus là pour pas aller sur le deuxième. Nous, c'est ça notre enjeu. Parce qu'on n'a pas la patience. On s'est dit, Mais la gourmandise, ah ouais, David, la c'est gourmandise, ça notre enjeu. c'est ça, effectivement. C'est de revenir. Et là, on a tout gagné. Et en plus, on fait un métier qui est difficile dans la mesure où ce moment-là. Alors, après, il y a, comme toujours, il y a un côté positif et négatif. Mais ce moment-là, on l'a pas. On n'est pas là. C'est terrible, ça. Pour nous, c'est terrible. Il y a des moments comme ça où vous dites, vous lancez une collection. Qu'est-ce que je voudrais être une petite souris? Qu'est-ce que je voudrais être là pour... Et parfois aussi, on donne des instructions aux gens. Est-ce qu'elles sont suivies? Puis les gens sont parfois déçus, ou parfois ils suivent et ils se disent, ah oui, c'est vrai, il avait raison, etc. Ce qui n'est pas le cas dans la restauration. Dans le cas de la restauration, c'est le moment présent. On a le retour. Mais par contre, imaginez que vous soyez de mauvaise humeur, vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça que je suis tellement admiratif de ce métier. Moi, je trouve toujours que les cuisiniers, je vous fais un aveu, je cuisine à la maison, j'adore ça. Mais je dis, c'est un métier de funambule. Tout est à l'équilibre. Ouais. Quand vous regardez, vous décidez de faire un menu en fonction des produits que vous avez, marché, etc. Mais celui d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Et vous dites, tiens, il est un peu plus fade, il est un peu plus ceci, un peu plus cela. Sûr. Donc déjà, vous avez le premier équilibre, c'est le produit. Le deuxième, c'est votre équipe. Vous êtes complet. Il en manque un, parce que les brigades, elles ne sont pas surchargées. Ouais, bien sûr. Donc, il manque une personne ou deux. Ben, vous êtes complet, il faut assurer. Donc, et il faut faire le taf, il faut que ce soit nickel, en fonction de ce que vous faites. Le troisième équilibre, c'est le client, comment est-ce qu'il est prêt à recevoir ça? Dans quel état d'esprit? S'il a une mauvaise journée, s'il n'a pas une bonne journée, etc., s'il n'est pas de bonne humeur, c'est pas la même chose. Et donc, je me dis, mais 2h30, 3h, et il faut que ça tienne. Ouais. Ça, c'est... Ah ouais, jeu d'équilibre, marrant. Mais c'est vraiment ça. Tellement ça. C'est pour ça que je dis chapeau bas. Je pense que le nombre de fois on m'a pas dit, en goûtant un peu ce que je fais, etc. Mais Pierre, je dis mais jamais. Mais la satisfaction, c'est, chef, qu'est-ce que c'était bon. Vous l'avez servi comme vous le pensiez. Vous n'avez pas le dernier step, le dernier chapitre, il vous échappe. Mais il y a même parfois la vente, hein, puisque quand vous commencez à avoir, on est pratiquement une 60aine de boutiques maintenant, quand vous commencez à avoir ça, vous n'êtes pas partout. Et donc, même la manière de vous présenter les choses, mais vous avez une équipe qui vous relaie ça, mais de temps en temps, moi, j'aime bien retourner dans les boutiques. Pour voir comment c'est traduit. Oui, et même pendant les fêtes de fin d'année, tout ce qu'on appelle les équipes de support, que ce soit le marketing ou d'autres, la compta, c'est une tradition chez nous, tout le monde dans les boutiques. C'est bien de mettre tout ça en place pendant un an, de dessiner, de faire une collection, etc. Il faut voir. Mais le vrai moment, c'est d'accompagner la vente. C'est de voir comment ça, c'est comme vous l'avez dit, à la fin, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est de savoir un peu comment ça s'est passé. Quand vous êtes dans une boutique et que vous présentez les 4-5 sortes, votre collection de Noël, et vous avez votre bûche traditionnelle, café, puis vous avez celle au chocolat, etc. En général, ce genre de choses, ça se fait en famille. Les gens sont là, tiens, il y a la tante qui s'occupe d'aller acheter l'entrée, le plat, le dessert, etc. Et quand vous êtes chargé de la mission du dessert, pour toute la famille, transgénérationnelle, vous êtes là, et puis il y a quelqu'un qui vous dit, oui, mais attends, grand-mère, elle aime que le chocolat. Ah oui, bah écoutez, on va prendre chocolat. Et à la fin, vous êtes là, et vous regardez vos best-sellers, et vous vous dites, bah c'est toujours les mêmes. Pourquoi et alors, la seule marge que vous avez, c'est un peu sur la sucrosité sur laquelle vous pouvez jouer, sur les textures, mais ça reste chocolat, ou ça reste vanille, etc. Ça peut être frustrant, hein, de se dire que dans certaines disciplines, il va falloir considérer qu'une seule petite partie d'un catalogue ou d'une proposition, un événement donné, à une nouveauté, une forme de création, parce que la pâtisserie de manière générale et la chocolaterie, ça doit être pareil, à des totems desquels on ne peut pas se soustraire. Tout à fait, Il y a un truc Alors, comme ça. il y a de temps en temps quelques échappatoires quand même. Hein. Il y a le design qui peut être un échappatoire, la manière dont on peut dessiner les choses. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la génération
elle était plus ouverte à ce genre de choses. Elle est effectivement plus friande de se dire, tiens, le choc des produits, Ouais. qu'est-ce qui va se passer, de quelle manière. Mais c'est pas facile à doser, ça, parce que vous parlez d'un truc, et j'encourage tout le monde à faire l'expérience que vous avez décrite avec Adria, et même peut-être plus simplement à la maison, de mélanger de l'huile d'olive, même sur une glace d'ailleurs, au ouais, bien sûr. chocolat. Ah ben, magnifique. Un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, c'est un mariage sublime, mais qui est Sublime. très méconnu et qu'on peut tous faire à la Mais maison. bien sûr, bien Alors sûr. c'est formidable. Il y a un dosage pas facile à opérer entre qu'est-ce qu'on veut faire décoller, qu'est-ce qu'on veut créer comme originalité, alors que nous, on est convaincus d'un mariage. C'est pas facile, j'imagine, de proposer Bien sûr. une vraie nouveauté. Est-ce qu'on va détonner? Est-ce que ça va être révolutionnaire? Est-ce qu'on va choquer? Est-ce que c'est clivant? Comment on Alors, dose? la balance, c'est, pour moi, hein, la balance sera toujours la gourmandise. Il y aura toujours, parce que créer pour créer, on peut. Mm. On peut faire du buzz. C'est pas difficile. Ouais. Il y en a qui l'ont fait avec des insectes, etc., etc. Pourquoi pas? Mais pour moi, ma ligne de conduite, même si je suis dans la création, c'est de me dire, tiens, est-ce qu'on est prêt à en reprendre un deuxième? Mm. Et souvent, j'ai eu ce genre de choses aussi, hein, où à un moment donné, j'allais assez loin, et je me disais, les gens me regardaient en me disant, c'était intéressant. Mais je sentais très, très fort qu'ils n'étaient pas prêts à en prendre un deuxième. 2 questions pour terminer. Qu'est-ce que ça fait de voir que on est passé d'un 30 mètres carrés, d'un garage, à une constellation d'endroits, de boutiques, donc de cultures et de lieux, surtout, qui portent son propre nom? C'est pas rien. Ça fait quoi? À la fois, soyons honnêtes, hein, c'est beaucoup de fierté, mais c'est beaucoup de responsabilité. Hein. Je pense que mon ancien patron, type, quand j'ai gagné la Coupe du Monde en 95, et c'est comme dans le monde de la restauration, hein, quand vous êtes champion du monde, il me dit, c'est là que ça commence. Il faut l'être tous les jours. Parce que Responsabilité. il y a une responsabilité, les gens payent, c'est beaucoup d'argent. Et donc, il y a cette responsabilité-là, c'est d'être toujours, toujours, toujours au rendez-vous. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup d'imagination. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième, au départ, j'ai pas pris connaissance de ça. Le seul moment où ça m'a... Et je me souviens, c'était au Japon, c'était de nouveau le 5 décembre 2001. On est le 6. Donc, vous emmagasinez sans prendre vraiment la mesure de cela. Ouais. Vous ne prenez pas la mesure. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes là, vous êtes au début, vous êtes dans l'excitation. Et puis, il y a un moment donné où vous posez le 6, prenez un petit café. Et puis, soudain, une dame qui passe avec votre sac. Vous est marqué Marcolini. Et vous dites, waouh. Et puis, vous repensez, vous dites, t'as choisi un métier facile. Est-ce que t'as pas vu un peu trop grand? Et vous commencez à prendre la mesure de cela. Mais ça fait évidemment plaisir. Je pense qu'il y a une certaine forme de fierté, mais je pense à une fierté, enfin j'espère en tout cas, c'est une fierté avec une certaine modestie. On est dans le monde alimentaire. C'est tellement fragile, David. Demain matin, il y a une crise, demain matin, il y a une erreur, demain matin, il y a telle chose. C'est pas immuable, c'est pas... Évidemment qu'il y a une base, effectivement, mais je pense aussi qu'il faut rester humble par rapport à ça en se disant, oui, ok, on a évolué, oui, ok, on avance, et on continue encore à avancer, il y a encore des projets à le faire, et des équipes pour le soutenir, mais il faut rester vigilant, je pense qu'il faut rester vigilant, il faut être attentif, et de temps en temps, je pense que c'est ce que je dis aux équipes, il faut... Le moindre message, je pense qu'il faut l'entendre. Il faut pas être... Je pense que la pire des choses, c'est de commencer à devenir arrogant en se disant « Oui, mais enfin, on est telle marque. Pourquoi ?» Non. Je pense que ce qui est important, c'est rester ça. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de retourner dans les boutiques, de reparler aux gens. Vous voulez garder cette connexion? Je veux vraiment garder cette connexion-là. Je pense que ça me paraît être important. Alors, au risque de la contredire, et ce sera ma dernière question, je ne crois pas que ce soit si facile que ça et que ça a été si facile que ça, parce qu'on n'arrive pas à bâtir tout ça dans la facilité. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre maman, quand elle a vu le chemin se dessiner et qu'elle a compris qu'on allait peut-être aller au-delà de la bonne tarte? Je pense qu'aujourd'hui, elle est émerveillée, elle est fière, évidemment, ça c'est clair. Comme toute la famille d'ailleurs, hein, quand vous allez du côté de Charleroi, il y a quelques Italiens qui sont très très heureux de ça.
Et en plus, voilà, ça me touche beaucoup, évidemment. Mon fils, évidemment, ma fille, bon, donc, mais surtout mon équipe, je pense qu'on a essayé de porter ça. Elle se dit plus, c'est un métier facile. Elle se dit effectivement, peut-être que le message, c'est de faire ce qu'on a besoin. Pardon, le message, c'est de faire ce qu'on a envie et suivre cette passion, peu importe dans quel domaine vous êtes, peu importe que vous soyez dans l'enseignement technique et professionnel, que vous servez des mains. Il y a une phrase qui disait l'art est beau quand le cœur, la main et l'esprit travaillent ensemble. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement, il y a une satisfaction par rapport à ça. Et je pense que si les 30 prochaines années, j'espère en tout cas qu'il y en a encore 30, on peut bâtir aussi une école, partager ce savoir. Et puis, si je dois signer pour 30 ans, moi je suis prêt à signer encore pour 30 ans de la même manière. Et comme vous l'avez dit, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de pleurs, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où vous prenez des risques financiers et vous vous dites... on ne dort pas très bien. Non, on ne dort pas très bien. Pour ça que parfois il y a des gens qui me disent, mais enfin, ça n'a pas toujours été une aventure facile. Je dis, c'est pour ça qu'on appelle ça une aventure entrepreneuriale, sinon ça s'appellerait une balade entrepreneuriale, je ne la connais pas. Ouais. Merci en tout cas de l'avoir partagé merci avec David, nous. Et merci d'avoir partagé cette passion, c'est très inspirant. Avec plaisir. Merci à vous.